La plupart du temps, le catch professionnel semble exiger un ensemble de compétences uniques et extrêmes. Mais si nous vous disions que certaines personnes ont réussi à entrer à la WWE sans savoir catcher, c'est vrai. Au cours de la décennie, certains catcheurs de la WWE n'ont pratiquement jamais catché. Des catcheurs comme qui restaient dans les parages pour le découvrir. Pour entrer dans le vif du sujet, le premier catcheur de cette liste révélatrice est The Ultimate Warrior. Son apparition sur cette liste est plutôt ironique, étant donné que son nom de ring est littéralement Warrior, n'est-ce pas? Eh bien, nous n'essayons pas de ternir sa réputation en tant que l'un des catcheurs les plus remarquables de la fin des années 80 et du début des années 90, mais la superstar de la WWE n'a jamais été doué pour le catch. Avant sa courte carrière dans la WWE, Warrior était un bodybuilder professionnel jusqu'à ce qu'il commence à catcher aux côtés d'un autre ancien bodybuilder, Sting. Oui, la même superstar de la TNA, Sting. Les deux hommes ont travaillé à la WCCW jusqu'à ce que Warrior rejoigne la WWE en 1987. Presque aussitôt qu'il a rejoint la promotion, il est devenu une superstar. Il a remporté 2 titres de champion intercontinental des poids lourds au cours de ses 2 premières années. Il a gagné le championnat de la WWF contre Hulk Hogan à WrestleMania 6. L'Ultimate Warrior est immédiatement devenu l'un des visages de toute la compagnie, quelques années seulement après le début de sa carrière. Cela n'a pas fonctionné à la fin, car il est rapidement tombé en disgrâce auprès de Vince McMahon. Leurs différends ont d'abord porté sur le salaire, mais ils se sont finalement terminés par le renvoi de Warrior de la compagnie en 1992 en raison de l'utilisation de stéroïdes. Il a ensuite travaillé dans d'autres promotions de catch, dont la WCW, et a fait un retour de 4 mois à la WWE en 1996. Mais il n'a jamais atteint son apogée et a fini par faire carrière dans l'art oratoire et l'écriture de bandes dessinées. L'Ultimate Warrior est passé du sommet de l'industrie du catch au creux de la vague en moins d'une décennie. Qu'est-ce que cela signifie? Le Warrior n'a jamais été un guerrier. Oui, il avait le physique parfait d'un catcheur professionnel, sinon mieux. Et oui, il était extrêmement doué pour divertir et faire lever le public de son siège, même s'il ne faisait que courir. Cependant, lorsqu'il s'agit d'être un bon catcheur, d'être un bon travailleur, d'avoir des compétences et d'être technique, l'Ultimate Warrior n'en a aucune idée. Même sa connaissance du ring lui faisait défaut et ses compétences en tant qu'athlète ont toujours été extrêmement limitées. Une tonne de personnes avec lesquelles il a travaillé en ont témoigné au fil des ans. Son collègue du Hall of Fame, Ric Flair, a dit un jour « Nous étions à Winnipeg, au Canada, et j'ai catché contre le Warrior. Nous sommes revenus et Pat Patterson a dit « Je dois vous dire que c'est le pire match de championnat que j'ai jamais vu. » J'ai répondu « Pat, tu n'as pas besoin de me le dire. J'y étais. » Un autre membre du Hall of Famer, Bushwhacker Luke, a dit quelque chose de très similaire à propos du Warrior et de son ancien partenaire, Sting. Je l'ai connu avant qu'il ne devienne des Ultimate Warrior. Je l'ai connu quand il était avec Sting et qu'ils s'appelaient les Blade Runners. Et, bon sang, ils étaient terribles. Ils étaient entraînés par un type bien connu sur la côte ouest qui entraînait beaucoup de gars, mais c'était 2 bodybuilders. Plutôt durs, mais Luke ne s'est pas retenu et a ajouté « Warrior ne se souciait que de son corps, même à la WWF. C'est pour ça qu'il était là, pour être payé pour s'entraîner et pour son corps. Il ne se souciait pas tellement du catch. Warrior a eu de la chance que Vince aime les bodybuilders, sinon il n'aurait été engagé nulle part. » Même le commentateur légendaire Jim Ross s'est également exprimé sur le sujet, déclarant une fois dans une interview « Warrior ne pouvait pas faire un long match. Il n'avait pas le cardio nécessaire. Il aurait été dangereux pour tous ceux que nous avons engagés contre Warrior de le faire participer à un long match parce que la fatigue crée des erreurs. Eh bien, bon sang, on ne peut pas faire mieux en matière de mauvaise critique. Et au cas où vous vous demanderiez pourquoi personne n'a jamais essayé d'aider l'Ultimate Warrior à améliorer ses compétences, c'est parce qu'il était connu pour être égoïste, arrogant et qu'il avait une liste assez longue d'allégations d'abus sexuels. Alors oui, c'était un athlète de merde que personne n'aimait. Heureusement, ses promos et sa gimmick étaient de premier ordre, ce qui lui a permis de s'affranchir de ses autres défauts. Le suivant, par contre, n'a jamais vraiment eu quelque chose pour lui. Son nom, Hornswoggle. Pour ceux qui ne connaissent pas ce nom, Hornswoggle est le nain le plus célèbre de la WWE depuis des décennies. Il pourrait bien être le seul que la promotion ait eu depuis que le catch pour nains a cessé d'être. Mais la vérité, c'est que son caractère unique n'a jamais favorisé ses capacités de catcheur. Et avant que vous ne vous disiez « Oh, il n'y a qu'un seul moyen d'être un
bon catcheur quand on mesure 1,80 m, vous devez savoir que le catch pour nains a été une activité à part entière pendant des décennies. Il a atteint son apogée dans les années 70, mais jusqu'aux nains et aux naines, et un certain nombre d'entre eux excellaient dans ce domaine. Hornswoggle n'était tout simplement pas l'un d'entre eux. Depuis le début de sa carrière en 2004 à la Fox Valley Wrestling Alliance jusqu'à son passage à la NWA, Swoggle n'a jamais été doué ou presque. En fait, on peut dire que Vince McMahon ne l'a fait entrer à la WWE qu'en 2006 pour avoir un personnage nettement différent des autres. Il a fait ses débuts sous le nom de Little Bastard, travaillant en étroite collaboration avec le catcheur nord-irlandais Finlay. Un peu plus d'un an plus tard, il a remporté le championnat Cruiserweight. Il n'a fait que participer à des intrigues plutôt ringardes, comme le fait d'être présenté comme le fils illégitime de Vince McMahon pendant un certain temps, d'être révélé comme le manager général anonyme de Raw et même de faire équipe avec Triple H et la D-Génération X. De cette façon, il est resté longtemps dans la compagnie, mais c'était seulement parce que Vince McMahon avait un faible pour lui. Les fans ont toujours remarqué qu'il n'avait aucune capacité de catch réelle à offrir, et l'idée qu'il gagne des matchs en étant sournois et rusé est vite devenue ennuyeuse. La façon dont il a réussi à rester dans le roster principal pendant une décennie complète est probablement sa plus grande réussite. Et quand il a finalement été libéré de la compagnie en 2016, presque personne ne s'est inquiété. Considérant qu'il était le seul membre de D-Generation X qui n'a pas été intronisé au Hall of Fame en tant que membre de l'équipe, il est assez évident que même le front office de la WWE était conscient de l'horreur du catcheur qu'il était. Il est intéressant de noter que Hornswoggle affirme avoir reçu une formation de catcheur avant d'entrer à la WWE. En fait, Hornswoggle faisait partie des catcheurs d'arrière-cour que l'ACW recrutait au début des années 2000 et il s'est entraîné sous la direction de Ken Anderson, ou, comme nous le connaissons à la WWE, de Mr. Kennedy. Notre hypothèse, il n'était probablement pas un bon élève, mais au moins quelqu'un a essayé de le former, ce qui n'est pas le cas de la prochaine catcheuse, Eva Marie. Vous vous souvenez d'Eva? La belle rousse a fait tellement de mauvaises prestations que beaucoup la considèrent comme la pire catcheuse de tous les temps. En remontant dans son histoire, on trouve des traces d'une affectation de Marie au Performance Center de la WWE à Orlando, en Floride, pendant un certain temps en 2012. Mais comme elle l'a dit elle-même, elle n'a atterri à la WWE que par hasard. Eva a toujours voulu faire carrière dans le sport, s'efforçant de devenir footballeuse professionnelle jusqu'à ce qu'un manque de confiance en elle la pousse à abandonner ses études. Croiser le chemin de certains soi-disant découvreurs de talent de la WWE, ce qui l'a amené à participer à l'émission de télé-réalité de la WWE et de Total Divas en 2013. En quelques mois, elle a été promue au roster principal dans une série d'événements qu'Eva a décrit comme une expérience tourbillonnante. Et c'est exactement ce qu'elle était. Cette femme n'a pas fait carrière dans les arts martiaux ou les arts du spectacle. Elle n'a pas reçu d'entraînement approfondi de la part de ceux qui auraient dû la préparer à la vie de catcheuse professionnelle. Elle avait été poussée sur les écrans parce qu'elle était très belle et qu'elle avait l'air d'une superstar. Sans mentir, c'est à peu près ainsi que la WWE a trouvé la plupart des personnages féminins célèbres comme Sable. Cependant, ces femmes ont pu s'en tirer avec des performances médiocres dans les années 90 parce que la majorité des fans de la WWE étaient des hommes d'âge moyen qui étaient facilement fascinés par des femmes sexy à peine vêtues. De plus, à l'époque, la plupart des catcheuses n'avaient pas besoin de faire beaucoup de catch pour être célèbres. Il s'agissait plutôt d'intrigues en coulisses et de concours de bikini. Malheureusement pour Eva Marie, elle n'est pas arrivée dans la compagnie à cette époque. Elle est arrivée dans le catch professionnel à l'époque où Becky Lynch et Rhea Ripley montraient que les catcheuses avaient un plus à offrir que leur joli visage. Eva Marie était nulle pour tout ce qui était physiquement exigeant. Elle était encore pire avec le micro dans les mains, ce qui signifiait, même lorsqu'elle avait été envoyée dans le territoire de développement de NXT, il n'y a toujours pas eu d'amélioration. Le seul moment fort de sa carrière sur les rings a été son match de 6 minutes dans le main event contre Bayley pour le championnat féminin de NXT fin 2015. Même si elle a perdu, Eva a fait une démonstration convaincante de catch hardcore qui a tenu les fans en haleine. Cela semblait vraiment être un tournant dans sa carrière, mais cela n'a pas été le cas. Il faut dire que lors de son premier passage dans la compagnie, qui s'est achevé en 2017, Eva a eu un certain succès auprès des fans, malgré ses faiblesses évidentes. Mais lors de son retour en 2020, même ce public n'existait plus. Beaucoup espéraient que son retour se traduise de la WWE qui n'ont jamais catché est The Boogeyman. Cela peut paraître surprenant,
étant donné que Marty Wright est non seulement sous contrat avec la WWE et les mieux pensés de tous les temps, un mec effrayant avec un costume vraiment effrayant qui faisait les choses les plus vulgaires, dégoûtantes et irritantes à ses adversaires. C'était un look très unique pour un personnage surnaturel. Le problème, c'est l'homme derrière le costume, Marty Wright. Tout comme Eva Marie, Wright n'a jamais reçu suffisamment d'entraînement avant d'être lancé dans le roster principal. Dude a pratiquement tout appris sur le tas après avoir fait son entrée dans le monde du catch professionnel en 2004 dans le cadre de l'émission de télé-réalité de la WWE Tough Enough. Beaucoup l'ignorent, mais à l'époque, Wright avait déjà 40 ans, soit 5 ans de plus que l'âge limite de la compétition. Il avait menti sur son âge pour pouvoir participer, mais lorsque la WWE a découvert son âge réel, il a été exclu de la compétition. Cependant, certains responsables de la WWE ont été impressionnés par son charisme et l'ont invité à s'entraîner dans le territoire de développement Ohio Valley Wrestling et quelques mois plus tard, il a fait ses débuts dans un dark match. Après avoir parfaitement joué son rôle, il a été promu à SmackDown 1 mois après ses débuts. Rappelez-vous, ce mec n'avait eu que 5 mois d'entraînement à l'OVW et maintenant, il était déjà sur le roster principal. Dans les années qui ont suivi, la WWE a pu donner un bon arc de personnages au Boogeyman, en le présentant dans des vignettes de type film d'horreur avant qu'il ne fasse ses véritables débuts dans le ring. Cela a permis à la WWE de faire monter la pression autour de son personnage. Même après ses débuts, ils ont continué à le dépeindre comme un début de film, le faisant apparaître de manière effrayante dans des endroits inattendus en coulisses, récitant des comptines et criant sa phrase d'accroche « Je suis The Boogeyman et je viens te chercher ». C'était vraiment le plus effrayant qui soit. Au cours des années suivantes, The Boogeyman a connu de nombreux moments emblématiques, principalement pour des choses dégoûtantes, comme lorsqu'il a kidnappé la valtaille de Booker T. Wright, Charmel, l'a enfermé dans une pièce pleine de verre et a ensuite mangé ses verres crus dans le cadre de cette histoire. Les fans se souviennent également de la fois où il a mangé une énorme excroissance sur le visage de Jillian Hall. The Boogeyman a également eu des épisodes contre les plus grands noms de la compagnie, de Kane au Miz, en passant par Mick Foley, Bray Wyatt et même l'Undertaker. Il était clair que son personnage était très apprécié des fans et la WWE a essayé d'en tirer parti, mais ses capacités dans le ring étaient si faibles qu'elle n'a jamais pu en faire un main éventé. Finalement, en 2009, il a été libéré de la compagnie qui ne pouvait plus supporter la stagnation de son personnage. Il a été ramené depuis 2012 sous un contrat Legends et fait maintenant des apparitions, mais la plupart du temps en coulisses. Pourquoi? Tout simplement parce que le faire monter sur le ring dans cette ère moderne du catch ne ferait qu'exposer ses faibles compétences techniques et son absence quasi totale de conscience du ring. C'est aussi pour cette raison que son palmarès à la WWE ne compte que 72 matchs, dont 21 perdus, car Vince McMahon n'a jamais eu suffisamment confiance dans les capacités de Wright pour l'inscrire fréquemment à des matchs. Viscera est un autre catcheur qui savait à peine comment catcher et dont l'histoire est très similaire à celle de Boogeyman, qu'il ait été présenté comme Mabel, King Mabel, Viscera ou Big Daddy V, Frazy, l'affaire reste la même. Feu Nelson Frazier Jr. était un travailleur épouvantable. Oui, il était l'un des personnages les plus emblématiques, mais c'était parce qu'il avait à la fois le physique et le charisme pour réussir n'importe quel gimmick qu'on lui donnait. À ses débuts dans la compagnie en 1993, il était présenté comme un combattant amateur de danse et de rap nommé Mabel, qui a remporté le tournoi King of the Ring en 1995. Il n'a pas vraiment réussi à s'imposer dans le rôle d'un grand méchant de l'époque et a donc été libéré en 1996, avant d'être réengagé 2 ans plus tard, pendant l'Attitude Era. Et nous devons dire que le faire jouer le rôle d'un homme de main portant un trench coat dans le cadre du Ministry of Darkness de l'Undertaker n'était pas la pire des idées. Après tout, Frazier était un géant de 1,98 m et pesant 225 kg. Il a définitivement le physique pour terrifier les jeunes fans, et c'est ce qu'il a fait. Après avoir été libéré à nouveau en 2000 et ramené en 2004, Frazier a travaillé dans la compagnie jusqu'en 2008, quittant la compagnie en tant qu'ancien champion du monde par équipe et champion hardcore. Cependant, malgré une carrière plutôt décente, les fans qui l'ont vu se produire lors d'événements en direct ont pu constater qu'il était un piètre travailleur. Ironie du sort, sa principale faiblesse est la même chose qui rend ses gimmicks si efficaces et réalistes. Sa taille, c'est vrai. Viscera était littéralement plus grand que nature, et mettre cela dans un trench coat avec des lentilles de contact et un
peu de maquillage, c'est le genre de choses qui donne des cauchemars aux enfants. Mais c'est aussi le genre de choses qui rend difficile, voire impossible, de se déplacer sur le ring avec grâce ou d'exécuter des mouvements techniques. C'est pourquoi, pendant la majeure partie de sa carrière, de nombreux catcheurs ont détesté travailler avec lui. Il finissait par faire échouer ses mouvements et les laisser blesser. C'est le cas lors du match SummerSlam 1995 entre Mabel et Kevin Nash. Ce dernier venait de remporter le King of the Ring de l'année et la WWE essayait de pousser son personnage plus loin. Elle n'aurait pas dû. Le match s'est terminé de la pire des façons lorsque Mabel a accidentellement blessé Nash après avoir raté un seat splash. Il finit par briser le dos de Nash, une blessure dont l'ancien champion de la WWE souffre encore aujourd'hui. Selon la rumeur, Vince McMahon était tellement en colère contre Mabel pour avoir raté ses mouvements qu'il voulait l'expulser de la compagnie, mais Nash a plaidé en sa faveur. La même chose s'est produite un an plus tard, mais cette fois, c'est The Undertaker qui a été victime des piètres talents de catcheur de Viscera, lorsque ce dernier a mal choisi sa corde à linge et a fini par blesser le Deadman à l'orbite. Quelques mois plus tard, lors du Royal Rumble 1996, l'Undertaker a complètement perdu son sang-froid face à Mabel lorsqu'il a de nouveau raté un mouvement et a fini par blesser Henry O. Godwin, un ami proche de l'Undertaker. L'ancienne superstar de la WWE Midian a raconté avoir vu l'Undertaker en colère contre Viscera dans les vestiaires après le match, déclarant « J'entre dans les vestiaires et l'Undertaker est en train de le mettre en pièces parce qu'il a cassé l'orbite de l'Undertaker, il a blessé le dos de Kevin Nash, il l'a juste blessé. » Henry O. Godwin. On ne peut vraiment pas reprocher à l'Undertaker de s'être mis en colère puisque les coups ratés étaient des presque propres pour Viscera. Mais est-ce que cela signifie que la WWE a cessé d'embaucher des gars simplement parce qu'ils étaient physiquement intimidants? En fait, le catcheur suivant était très mauvais dans son travail pour cette même raison, le Great Khali. Comme son nom l'indique, ce type était très grand. Ses 2,16 m fait de lui l'un des 5 plus grands catcheurs de l'histoire de la WWE. Vous pouvez consulter notre vidéo sur ce titre pour la liste complète. Le Punjabi Playboy montait sur le ring et était si menaçant que ses adversaires de taille normale avaient de l'air d'enfants à ses côtés. Comme d'autres dans cette liste, la WWE a tout fait pour le pousser à devenir une méga star. En fait, lorsqu'il a été engagé en 2006, Vince McMahon l'a fait venir pour qu'il devienne le nouveau rival de l'Undertaker. Le seul problème, c'est que Khali est tout simplement nul en catch. Quels que soient les talents légendaires avec lesquels il était associé, de l'Undertaker à Rey Mysterio et même Batista, personne ne pouvait donner à un combat contre Khali une allure décente parce qu'il n'était tout simplement pas fait pour ça. Il était trop lent et trop grand pour tenter le moindre mouvement qui nécessiterait une certaine rapidité. En plus de ses limites physiques, le Great Khali étant indien, ne parlait pas très bien l'anglais et ses compétences au micro étaient inexistantes. Il ne pouvait pas vendre ses promos, ne pouvait pas faire de mouvements excitants dans le ring. En fait, il ne pouvait même pas tomber au sol assez vite lorsqu'il était battu. La WWE l'a poussé jusqu'à devenir champion du monde des poids lourds, mais tout le monde s'en fichait parce qu'il était clair que ce n'était qu'une histoire. C'est parce qu'il n'est pas très doué sur le ring que, vers la fin de sa carrière à la WWE, il est utilisé pour des rôles plus comiques, comme la fois où il se fait battre par Hornswoggle. Cela ne lui a pas vraiment valu l'affection des fans, mais au moins, cela signifiait qu'on ne lui demandait pas d'exécuter des mouvements qui auraient mis en danger ses collègues. Alors nous pensons que la WWE a bien réfléchi. Juste avant de partir, nous avons encore un catcheur qui ne pouvait pas vraiment catcher, Kelly Kelly. Les deux derniers avaient au moins l'excuse d'être trop grands physiquement, n'est-ce pas? Cette femme, en revanche, était tout simplement nulle dans son travail, ce qui était embarrassant étant donné qu'elle avait une formation de gymnaste et de pom-pom girl et qu'on aurait pu s'attendre à ce qu'elle soit capable de vendre un mouvement. Fan de catch depuis son enfance, Kelly rêvait de faire son entrée à la WWE en 2006. Elle a d'abord joué un rôle non lié au catch en tant que membre d'Extreme Expose avec Layla et Brooke Adams. Et entre nous et vous, les choses auraient dû rester en l'état. Pour une raison ou une autre, quelqu'un au sein de la direction de la WWE a toutefois pensé que c'était une bonne idée de faire d'elle une véritable diva et de lui faire disputer à plusieurs reprises le championnat des divas de la WWE et le championnat des femmes de la WWE. Elle a remporté le premier en 2011, mais même ce match n'était pas du tout convaincant. Elle a quitté la compagnie en 2012, mais fait encore des apparitions de temps en temps,
Mais la vérité est que Kelly n'a jamais été engagée à la WWE que pour son joli visage. Elle était une bonne diva quand il s'agissait d'être dramatique et de faire en sorte que les fans tombent amoureux d'elle. Mais à part cela, elle n'avait rien à faire sur le ring. Presque tous ses matchs étaient ennuyeux parce qu'elle était tellement négligente, même avec les mouvements les plus basiques. Même ses compétences au micro n'aidaient pas, car elle semblait toujours nerveuse lorsqu'il s'agissait de raconter une histoire. Devinez quoi? Cela a été confirmé par la dame elle-même lors d'une interview il y a quelques années, dans laquelle Kelly a déclaré « Chaque jour, et je vais vous dire une petite chose amusante, juste avant chaque match, je tombais malade. Je vomissais dans une poubelle juste avant, tellement j'étais nerveuse. Tout ce qui est nerveux, c'est de se dire « Oh là là, je veux que le public m'aime ce soir. J'espère que mon match ne sera pas raté. Désolé de vous le dire, mais vomir n'a pas fonctionné. » Et sa nervosité l'a rendue encore plus mauvaise. Lequel de ces catcheurs vous souvenez-vous d'avoir vu faisant des performances médiocres? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et, avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rivals pour ne pas manquer les prochaines.